J'ai gagné des millions au loto, et j'ai décidé de n'en parler à personne. J'ai demandé de l'aide à ma famille, comme un test. La plupart d'entre eux, soudainement, ne pouvaient pas me prêter un centime, mais ils n'avaient aucun problème, pour poster des photos de vacances. Une seule personne m'a vraiment tendu la main. Attachez vos ceintures, Reddit. Cela va être un long récit, mais je vous promets que cela en vaut la peine. Il y a 3 ans, ma vie a changé pour toujours, mais pas de la manière à laquelle vous pourriez vous attendre. Oui, j'ai gagné au loto. Mais la vraie histoire, c'est ce qui s'est passé ensuite, quand j'ai découvert qui était réellement ma famille. Un peu de contexte d'abord, car c'est important pour la suite. Moi, 36 ans, homme, je vis à Columbus, dans l'Ohio. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été ce qu'on pourrait appeler le frère en trop. Pas l'enfant prodige, pas le mouton noir, juste le gamin du milieu, celui qu'on oublie, et à qui personne ne prête vraiment attention. Vous voyez le genre, des notes correctes, pas de problème avec la justice, mais jamais assez bon, pour attirer les projecteurs. Je travaillais comme mécanicien diesel pour une société de transport, j'enchaînais des gardes de 12 heures dans des garages glacés, à réparer des gros camions. Mon superviseur était un de ces gars de la vieille école, qui pensait que hurler sur les employés était une méthode de gestion efficace. Mon salaire suffisait à peine à garder un petit toit sur ma tête, dans un duplex qui avait connu ses jours de gloire, quelque part sous l'administration Clinton. Ma situation familiale, elle, était compliquée. Laissez-moi vous présenter les personnages qui ont rendu mon enfance et ma vie de jeune adulte si délicieuse. Mon frère aîné, Derek, a 39 ans, et il a toujours été le fils chéri. Nos parents l'ont aidé à acheter une entreprise de construction, juste après l'université. Pas tout seul, notez bien, mais avec de l'argent donné directement pour l'équipement, les acomptes, la totale. Ce gars conduit des camions neufs tous les 2 ans, poste constamment ses citations de motivation agaçantes sur le travail acharné sur Facebook, et croit sincèrement qu'il a réussi par lui-même. La dissonance cognitive est stupéfiante. Il agit comme s'il avait bâti son empire à partir de rien, alors que les fondations ont été littéralement pavées, avec l'argent de nos parents. Derek est le genre de type qui mentionne le prix de tout ce qu'il possède dans une conversation banale, « Ouais, je viens de m'acheter ce camion à 80 000 €. Mais bon, tu sais comment c'est, quand les affaires tournent. » Non, Derek, je ne sais pas comment c'est, parce que certains d'entre nous ont dû construire leur vie, sans fonds fiduciaires. Ensuite, il y a mon frère cadet, Kyle, qui a 31 ans, et qui vit toujours dans le sous-sol de nos parents. Il est perpétuellement entre 2 opportunités, travaillant toujours sur le prochain gros projet, ce qui se traduit par jouer à Call of Duty jusqu'à 3 heures du matin, pendant que maman lui apporte des sandwichs coupés en triangle, comme s'il avait encore 7 ans. Kyle a un don pour faire passer le chômage, pour de l'entrepreneuriat. Tous les quelques mois, il a une idée d'application révolutionnaire, ou un plan de crypto-monnaie, qui va lui rapporter des millions. Alerte divulgachi, aucun d'entre eux ne fonctionne jamais. Ma sœur, Sarah, a 33 ans, c'est une mère célibataire, qui travaille à temps partiel dans un salon de coiffure. Elle élève sa fille de 8 ans, Emma, pratiquement seule, après que son ex a décidé que la paternité n'était pas pour lui, et a déménagé à Phoenix. Sarah lutte pour payer son loyer chaque mois, mais elle ne se plaint jamais. C'est le genre de personne qui poste des photos des projets scolaires d'Emma sur Facebook, avec des légendes comme « tellement fière de ma petite artiste », tout en portant les 3 mêmes tenues en rotation, car elle dépense chaque euro de côté pour son enfant. Et puis il y a moi, l'invisible. Quand j'ai perdu mon appartement à 28 ans, parce que le propriétaire vendait l'immeuble et ne renouvelait aucun bail, devinez qui n'a pas reçu de proposition pour dormir sur un canapé? C'est exact la famille qui avait tout un sous-sol aménagé, inutilisé, sauf pour l'installation de jeux de Kyle. Au lieu de cela, j'ai passé 6 semaines à dormir dans mon camion, sur divers parkings de la ville, à me doucher à la salle de sport ouverte 24h24, en essayant de garder un peu de dignité alors que ma vie s'effondrait. Le point de rupture est survenu 1 an plus tard, quand la transmission de mon camion a lâché. Ce n'était pas juste un inconvénient, c'était une crise existentielle. Pas de camion signifiait pas de moyen d'aller travailler, et pas de travail signifiait pas de moyen de réparer le camion. J'avais devant moi une facture de 3 200 €, avec environ 180 € sur mon compte courant. Alors, j'ai ravalé ma fierté, et j'ai appelé Derek. J'ai expliqué la situation, et j'ai demandé un prêt, pas un cadeau, un prêt avec intérêt,
et un plan de remboursement. J'ai même proposé de faire des heures supplémentaires dans son entreprise pour rembourser. Derek a écouté toute mon histoire larmoyante, puis il a éclaté de rire. Pas un petit rire, mais un rire franc, massif, comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle de sa vie. Peut-être, a-t-il dit entre deux éclats de rire, qu'il est temps que tu acceptes, que tu n'es tout simplement pas fait pour grand-chose. Certaines personnes sont bâties pour le succès, et les autres. Eh bien, les autres sont faits pour d'autres choses. Cette phrase s'est logée dans mon cerveau, comme une écharde. Pendant des années après, chaque fois que quelque chose tournait mal, chaque fois que je galérais, j'entendais la voix de Derek me dire que je n'étais pas fait pour grand-chose. J'ai fini par prendre un prêt sur salaire à 4 cents % d'intérêt, pour réparer le camion. J'ai passé les 8 mois suivants à le rembourser, en mangeant des nouilles instantanées, et des sandwichs au beurre de cacahuètes, pour joindre les deux bouts. On avance jusqu'à il y a 3 ans. C'était un vendredi soir en février, et je venais de terminer une de ces gardes, qui vous font remettre en question vos choix de vie, 12 heures à ramper sous des camions gelés, à avoir du liquide hydraulique dans les cheveux, et à écouter mon superviseur me blâmer pour des problèmes qui existaient bien avant que je n'embauche. Je me suis arrêté à une station-service sur le chemin du retour, en partie pour l'essence, et en partie parce que le chauffage de mon camion faisait des siennes, et que j'avais besoin de quelques minutes dans un bâtiment chauffé. L'endroit était presque vide, juste moi, le caissier, et un routier qui prenait des boissons énergisantes pour un trajet de nuit. J'avais exactement 47 € dans mon portefeuille, qui devait durer jusqu'à la prochaine paie. L'essence en a pris 35, me laissant 12 €, pour toute la nourriture que je pourrais dégoter pour le week-end. Mais là, posé derrière le comptoir, il y avait un présentoir de tickets à gratter. D'ordinaire, je ne suis pas un joueur. J'avais acheté peut-être 5 tickets de loterie dans toute ma vie, et ils étaient tous perdants. Mais quelque chose, ce soir-là, peut-être l'épuisement, peut-être la voix de Derek résonnant encore dans ma tête, ou peut-être juste la plaisanterie cosmique d'avoir 33 ans et seulement 12 € en poche m'a fait sortir un billet de 10. Donnez-moi un de ces tickets à 10 €, j'ai dit au caissier, en montrant un jeu appelé Millionnaire S-Club. Il m'a tendu le ticket, et une pièce pour gratter. Normalement, j'aurais attendu d'être rentré, mais le camion était froid, et le magasin était chaud, alors je l'ai gratté là, directement au comptoir. Première case, 500 000 €. D'accord, c'est le montant du Grand Prix. Rien d'inhabituel là-dedans. Deuxième case, 500 000 €. Étrange coïncidence, mais bon. Troisième case, 500 000 €. Mon cœur a commencé à battre de façon irrégulière dans ma poitrine. J'ai vérifié les règles au dos du ticket, je les ai lues 2 fois, puis 3. 3 montants identiques font gagner ce montant. Je venais de gagner un demi-million. Mais attendez, c'est encore mieux. Parce qu'en regardant le ticket de plus près, j'ai réalisé que je lisais mal. Ce n'était pas un prix de 500 000 €. C'était un prix de 20 millions d'euros, ce qui, après impôts, revenait à 13,4 millions d'euros. Je suis resté planté là, dans cette station-service, pendant probablement 5 minutes, à fixer le ticket, attendant que le chiffre change, ou que quelqu'un me dise que c'était une erreur. Le caissier a demandé si j'allais bien. Le routier a demandé si j'avais besoin de m'asseoir. J'ai marmonné quelque chose sur le besoin d'air, et je suis sorti en trébuchant vers mon camion. Assis sur le parking, moteur tournant, j'ai fixé ce ticket jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. J'en ai pris des photos avec mon téléphone, sous tous les angles. J'ai cherché sur Google le numéro de la commission de la loterie, et j'ai appelé leur ligne de validation 24H24, en tapant le numéro de série avec des doigts tremblants. Félicitations, a dit la voix automatisée, ceci semble être un ticket gagnant. Veuillez contacter notre bureau pendant les heures d'ouverture, pour commencer le processus de réclamation. Je suis rentré chez moi dans un silence total, sans même allumer la radio. Dans mon appartement, j'ai mis le ticket dans un sac de congélation, puis j'ai mis ce sac dans un autre sac, puis j'ai mis les deux dans un coffre-fort ignifugé, que j'avais acheté des années plus tôt pour mes documents importants. Ensuite, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai fixé le mur jusqu'au lever du soleil. Le bureau de la loterie ouvrait à 8 h le lundi. J'y étais à 7h45, le premier dans la file, portant mon jean le plus propre, et une chemise boutonnée que j'avais achetée pour un entretien d'embauche, 2 ans plus tôt. Le processus a été étonnamment simple, mais a pris toute la semaine, avocat, conseiller financier, spécialistes fiscaux.
Soudain, j'avais toute une équipe de professionnels, dont le travail était de s'assurer que je ne dilapide pas 13,4 millions comme dans ces histoires tragiques qu'on voit à la télé-réalité. Ma conseillère financière était une femme directe, qui gérait des gagnants de loterie depuis 15 ans. La première chose qu'elle m'a dite fut « L'argent ne changera pas qui vous êtes, mais il révélera qui sont tous les autres ». Nous avons mis en place un fonds fiduciaire, diversifié les investissements, et créé plusieurs sources de revenus. Des estimations prudentes plaçaient mon revenu annuel aux alentours de 600 000 €, sans toucher au capital. Même si je vivais dans le luxe, l'argent durerait éternellement. Mais voici le truc, je ne voulais pas vivre dans le luxe. Pas encore, en tout cas. J'ai continué à aller travailler toute cette semaine-là, j'ai continué à vivre dans mon duplex pourri, et j'ai continué à conduire mon vieux Silverado. La seule différence, c'est que je me surprenais à sourire à des moments aléatoires, comme lorsque mon superviseur me hurlait dessus à propos des quotas de productivité, ou quand je voyais le dernier post Facebook de Derek, vantant son empire. Parce qu'un plan se formait dans ma tête. Un plan qui répondrait à une question, qui me rongeait depuis des années, si j'avais vraiment besoin d'aide, si ma vie en dépendait, est-ce que ma famille serait là pour moi? J'allais bientôt le savoir. 2 semaines après avoir réclamé le gain, j'ai commencé ma petite expérience. J'ai d'abord appelé mes parents, me disant que je devrais commencer par les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Papa, j'ai dit quand il a décroché, j'ai besoin de te parler d'un truc sérieux. Je leur ai dit que mon atelier réduisait les heures depuis des mois, et qu'il m'avait finalement licencié. J'ai dit que la transmission de mon camion faisait encore des siennes, et que cette fois, la réparation coûterait plus cher que le véhicule lui-même. J'ai mentionné que mon propriétaire augmentait le loyer, et que je ne pouvais pas assumer cette hausse avec mes allocations chômage. Mon père a écouté toute l'histoire, puis s'est lancé dans un sermon sur la façon dont les temps difficiles forgent le caractère, et comment les vrais hommes trouvent un moyen de s'en sortir. Ma mère a ajouté des suggestions utiles, du genre « As-tu essayé de prier pour ça ?» et « Tout arrive pour une raison ». Quand j'ai directement demandé s'il pouvait m'aider à me remettre sur pied, peut-être me laisser rester dans l'ancienne chambre de Kyle pendant quelques semaines le temps que je cherche du travail, la conversation est devenue inconfortable très rapidement. « Fils, a dit mon père, ta mère et moi avons un revenu fixe. Nous ne pouvons pas soutenir des enfants adultes, qui devraient subvenir à leurs propres besoins. » C'était l'homme qui avait signé un chèque de 75 000 € à Derek pour du matériel professionnel, juste 3 ans auparavant. « Nous prierons pour toi, a ajouté maman, mais tu dois apprendre à gérer tes propres problèmes. » Je les ai remerciés pour leur temps, et j'ai raccroché. 1 de fait, 3 restants. Derek était le suivant. Je l'ai appelé le lendemain soir, juste au moment du dîner, car je savais qu'il serait chez lui. « Frérot, j'ai dit, en prenant ma voix la plus désespérée, je suis vraiment dans le pétrin. » Je lui ai raconté la même histoire, perte d'emploi, camion en panne, expulsion imminente. J'ai demandé si je pouvais peut-être travailler pour son entreprise, juste temporairement, le temps de rebondir. Derek est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Tu sais quoi? J'ai peut-être quelque chose pour toi. » Mon cœur a bondi. Peut-être que je l'avais mal jugé. Peut-être que le sang était plus fort que tout. J'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer les bureaux et l'atelier après la fermeture, a-t-il continué. C'est 8 € de l'heure, peut-être 15 heures par semaine, juste pour que tu ne restes pas là à t'apitoyer sur ton sort. 8 € de l'heure. Le salaire minimum fédéral était de 7,25 €, donc techniquement, il était généreux avec ses 75 centimes de plus. Derek, j'ai dit, je gagnais 22 € de l'heure à l'atelier. J'ai 15 ans d'expérience en mécanique. Tu n'as pas de vrai travail de mécanicien? Écoute, a-t-il dit, et j'entendais ce ton condescendant s'installer, on ne peut pas faire la fine bouche quand on est mendiant. Prends le poste de concierge ou ne le prends pas. Mais arrête d'attendre des cadeaux, juste parce qu'on est de la même famille. Des cadeaux. Comme si demander du travail était la même chose que demander la charité. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et j'ai raccroché. La réponse de Kyle fut exactement celle que j'attendais, mince, frérot. Ça craint vraiment. J'aiderais si je pouvais, mais bon, tu sais comment c'est. Oui, Kyle. Je sais exactement comment c'est. Tu as 31 ans, et ta plus grosse dépense est ton abonnement Xbox Live. Mais Sarah était différente. Je l'ai appelée en dernier,
en partie parce que j'espérais ne pas avoir besoin de l'inclure dans ce test, et en partie parce que je savais déjà qu'elle essaierait d'aider, même si elle n'en avait pas les moyens. Oh mon Dieu, a-t-elle dit quand j'ai fini d'expliquer ma fausse crise. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé en premier? Avant que je ne puisse répondre, elle faisait déjà des plans. Est-ce que je pouvais passer ce soir? Avais-je besoin de nourriture? Avais-je des vêtements chauds? Je n'ai pas grand-chose, a-t-elle dit, mais j'ai 60 € dans mon fonds d'urgence, et tu peux les prendre. Et mon canapé t'est ouvert aussi longtemps que tu en auras besoin. 60 €. Venant de quelqu'un qui devait choisir entre les courses et l'essence pour sa voiture, chaque semaine. Sarah, je ne peux pas prendre ton argent d'urgence. Si, tu peux, a-t-elle coupé. C'est ce que fait une famille. On prend soin les uns des autres. Elle est venue le soir même avec l'argent, un sac de courses, et un récipient de restes de spaghettis aux boulettes de viande. Elle a préparé mon canapé avec ses propres draps et oreillers, m'a donné un double de ses clés, et m'a dit de ne m'inquiéter de rien, sauf de me remettre sur pied. Ces 60 € valaient plus pour moi, que les 13 millions à la banque. Pendant que ma famille pensait que je luttais pour trouver du travail, j'étais en train de construire quelque chose, dont je rêvais depuis des années. En utilisant une société écran, j'ai acheté un petit entrepôt à la périphérie de la ville. Rien de luxueux, juste 750 mètres carrés de sol en béton, et de haut plafond. Je l'ai transformé en atelier de personnalisation pour camions et véhicules tout-terrain. Pas seulement des réparations, mais des conceptions complètes, kits de rehausse, moteur haute performance, peinture personnalisée, la totale. C'était tout ce que je voulais faire, mais je n'avais jamais eu le capital pour essayer. Mes 2 premiers employés ont été Dave et Manny, des gars avec qui j'avais travaillé dans la société de transport. C'étaient les collègues qui m'avaient emmené quand mon camion était au garage, qui m'avaient payé le déjeuner quand j'étais fauché, et qui m'avaient traité comme un être humain, au lieu d'une nuisance. Quand je leur ai proposé des emplois au double de leur salaire précédent, avec une couverture santé complète, Dave s'est littéralement mis à pleurer. Manny a demandé si j'étais sérieux 3 fois, avant même de jeter un œil au contrat. « Comment as-tu eu l'argent pour tout ça ?» a demandé Dave, en montrant l'atelier du geste. J'ai eu de la chance, je lui ai répondu, ce qui était techniquement vrai. Monter l'entreprise a pris 6 mois de planification minutieuse, licence commerciale, assurance, équipement, inventaire. J'ai dû en apprendre plus sur l'entrepreneuriat en 6 mois, que Derek n'en avait appris dans toute sa vie de privilégié. Le meilleur, c'était à quel point je restais invisible. Tout le monde savait que le nouvel atelier existait, mais personne ne faisait le lien avec moi. J'étais juste ce gars qui avait disparu après avoir été licencié, soi-disant parti dans une autre ville pour trouver du travail. Pendant ce temps, je continuais à jouer le rôle du frère chômeur en difficulté, quand je devais interagir avec ma famille. Je passais chez Sarah tous les quelques jours, l'air toujours un peu vaincu, toujours reconnaissant pour l'aide qu'elle m'offrait. Jamais elle ne m'a fait sentir que j'étais un fardeau. Lors de l'une de ses visites, elle a mentionné que l'entreprise de Derek commençait à avoir des problèmes. Les plaintes des clients augmentaient, les projets dépassaient le budget, et il avait dû licencier 2 gars le mois précédent. Il est stressé tout le temps, maintenant, a-t-elle dit. L'autre jour, il a crié sur Emma juste parce qu'elle faisait son enfant. Je lui ai dit que s'il parlait encore une fois comme ça à ma fille, famille ou pas, c'était fini entre nous. C'était une information intéressante. Très intéressante. Environ 8 mois après le début de mon chômage, j'ai fait quelque chose qui m'a procuré plus de plaisir que de gagner au loto lui-même. J'ai acheté une maison à Sarah. Pas un manoir, rien qui soulèverait des questions, juste une modeste maison en briques de 3 chambres, dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Elle avait une cour clôturée où Emma pouvait jouer, un garage pour 2 voitures, et surtout, elle était dans un district scolaire, qui offrirait à Emma des opportunités dont Sarah n'avait jamais osé rêver. J'ai fait structurer l'achat par ma conseillère financière via une société fictive, puis j'ai demandé à mon avocat d'approcher Sarah, avec une histoire de sélection pour un programme d'aide au logement pour mères célibataires, qui couvrait l'intégralité du prix d'achat. Sarah a d'abord été méfiante. Elle n'est pas naïve, et les maisons gratuites ne tombent pas du ciel. Mais quand mon avocat lui a montré tous les documents officiels, et lui a expliqué qu'elle avait été recommandée par quelqu'un, qui souhaitait rester anonyme, elle s'est effondrée en larmes dans son bureau. Le jour où elle et Emma ont emménagé, je suis passé par hasard en voiture, alors qu'elle transportait des cartons. Sarah m'a vu, et a couru vers la voiture,
bondissant presque d'excitation. Tu peux croire ça, a-t-elle dit, en montrant la maison. Emma va avoir sa propre chambre, avec une fenêtre qui donne sur le jardin. Et il y a une baignoire, pas juste une douche. Je n'ai pas eu de baignoire depuis 5 ans. Voir son bonheur, savoir que j'en étais responsable, valait plus que n'importe quelle vengeance, que je pouvais planifier. Au bout d'1 an, l'entreprise de construction de Derek était en sérieuse difficulté. Les posts sur les réseaux sociaux concernant le succès et le travail acharné avaient totalement cessé. Le beau camion neuf avait été remplacé par un modèle vieux de 3 ans. Le bruit courait en ville, que son entreprise ratait les délais, et dépassait les budgets sur chaque chantier. C'est à ce moment-là qu'il m'a appelé. « Eh, petit frère » a-t-il dit, en prenant un ton que je ne lui avais pas entendu depuis des années, cette voix faussement amicale, qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « J'ai entendu dire que tu cherchais peut-être encore du travail. » J'étais au chômage depuis presque 1 an à ce stade, vivant de ce que la famille supposait être des allocations, et des petits boulots. « Je t'écoute » j'ai dit. Mon entreprise est. Eh bien, appelons ça une phase de croissance. Beaucoup d'opportunités, mais j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance, pour m'aider à passer au niveau supérieur. Je pensais que, peut-être, nous pourrions être partenaires. Partenaires ? Elle était bonne, celle-là. Quel genre de partenariat, j'ai demandé. Eh bien, je serai toujours le propriétaire principal, évidemment, puisque c'est mon entreprise et ma réputation qui sont en jeu, mais je pourrais envisager de te donner peut-être 5% de part, en échange d'un investissement significatif. Significatif à quel point ? 400 000 € devraient faire l'affaire. C'est une affaire, vraiment, compte tenu de ce que vaut l'entreprise. 400 000 € venant de quelqu'un qu'il pensait au chômage, et désespéré. Derek, j'ai dit lentement, où penses-tu exactement que je pourrais trouver 400 000 €? J'en sais rien, moi. Un prêt bancaire, un investisseur, peu importe. Tu es un gars malin quand tu t'y mets. Débrouille-toi. L'audace était époustouflante. Et qu'est-ce que j'obtiendrais pour cet investissement, à part 5% de part? De l'expérience, principalement. Apprendre à gérer une vraie entreprise, auprès de quelqu'un qui a vraiment réussi. Vois ça comme le prix d'une formation. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, et que je le rappellerais. Au lieu de cela, j'ai passé la semaine suivante à faire enquêter minutieusement sur l'entreprise de Derek, registre financier, enquête de satisfaction client, dettes impayées, problèmes juridiques en cours. Je voulais tout savoir. Les résultats étaient pires que ce que j'avais imaginé. Derek devait de l'argent aux fournisseurs, 3 clients différents menaçaient de le poursuivre, et il était à environ 6 semaines de la faillite. Son opportunité d'investissement à 400 000 € était en fait une tentative désespérée de rester à flot. Mais voici le truc avec les gens désespérés, ils prennent des décisions stupides. J'ai rappelé Derek, et je lui ai dit que j'avais trouvé un investisseur prêt à mettre l'argent. Nous avons convenu de nous retrouver dans un restaurant de grillade en centre-ville, pour discuter des conditions. Derek est arrivé au dîner dans une BMW de location, qui coûtait probablement plus par mois que le loyer de la plupart des gens. Il a commandé le steak le plus cher du menu, et a passé les 20 premières minutes à me parler de ses derniers projets de vacances, et de nouveaux équipements qu'il envisageait d'acheter. Je l'ai laissé parler, j'ai commandé un repas modeste, et j'ai attendu qu'il en vienne aux affaires. Alors, a-t-il finalement dit, en coupant dans son faux filet à 60 €, parle-moi de ton investisseur. C'est quelqu'un avec qui j'ai discuté, j'ai dit. Très intéressé par la construction, il a des liquidités disponibles, et cherche la bonne opportunité. C'est quoi son parcours? Diverses entreprises. Il aime rester discret. Derek a hoché la tête, comme si c'était tout à fait logique. Malin. Je suis pareil. Alors, de quoi on parle, ici? Des 400 complets. Il préférerait racheter l'entreprise entièrement, j'ai dit. Il voit plus de potentiel dans la propriété exclusive, que dans un partenariat. La fourchette de Derek s'est arrêtée net, à mi-chemin de sa bouche. La racheter entièrement? Cette entreprise vaut des millions. Combien exactement? Au moins 2 millions, peut-être 3. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire, et je l'ai fait glisser sur la table. L'expression de Derek est passée de l'assurance à la confusion, puis au choc,
alors qu'il fixait l'écran affichant un solde de 8,2 millions d'euros. Je l'ai fait expertiser, j'ai dit calmement. Une évaluation professionnelle, par 3 cabinets différents. Ils sont tous arrivés au même chiffre, 85 000 euros. Le visage de Derek est passé par plusieurs couleurs. C'est impossible. J'ai mis des années de travail dans cette boîte. Des années de travail qui ont mené à des plaintes de clients, des procès, et la faillite. Derek, tu es à 6 semaines de tout perdre. Il est resté silencieux un long moment, fixant toujours mon téléphone. Comment as-tu? Est-ce que ça compte? Voici ce que je propose, 85 000 euros en liquide pour 100% des parts. Tu peux rester comme chef de projet, avec un salaire compétitif. Chef de projet? C'est ma boîte. C'était ta boîte. Maintenant, ce n'est plus que de la dette, et une mauvaise réputation. Prends le marché, Derek, parce que c'est le seul que tu auras. Derek a signé les papiers 3 jours plus tard. Il n'avait pas le choix. C'était soit me vendre, soit déclarer faillite, et tout perdre de toute façon. La transition a été rapide et radicale. J'ai gardé les bons employés, et je me suis débarrassé du poids mort. J'ai réglé les dettes impayées, et les procès. Plus important encore, j'ai tout restructuré pour servir réellement les clients, au lieu de simplement enrichir le propriétaire. Le premier jour de Derek en tant que mon employé, a été instructif pour nous deux. Il est arrivé à son heure habituelle, 10 heures du matin parce que les propriétaires ne pointent pas et s'est dirigé droit vers son ancien bureau d'angle. Je l'ai intercepté dans le couloir. Bonjour, Derek. Ton espace de travail est par ici. Je l'ai conduit vers un bureau dans la salle principale, juste au milieu de tout le monde. Où est mon bureau? Je l'ai transformé en salle de conférence. C'est une bien meilleure utilisation de l'espace. Son audit de fonction n'était plus là, remplacé par un camion de travail basique, comme celui que tout le monde conduisait. Son compte de frais a été annulé. Sa place de parking réservée est devenue une place pour les visiteurs. Mais le vrai changement, c'était son salaire, de 120 000 euros par an, il est passé à 55 000 euros. Le même que celui des autres chefs de projet, ce qui était d'ailleurs généreux, compte tenu de ses récentes performances. C'est temporaire, n'est-ce pas, a-t-il demandé après que j'ai expliqué son nouveau package salarial. Jusqu'à ce que tu vois à quel point je suis précieux pour les opérations? Derek, j'ai dit, ta valeur pour les opérations déterminera tout, concernant ton emploi ici. Travaille bien, et tu seras bien traité. Sois sous-performant, et tu seras remplacé. Pour la première fois de notre vie d'adulte, Derek devait réellement travailler pour gagner son argent. Pendant que Derek s'adaptait à sa vie de simple employé, je faisais d'autres changements. Sarah avait toujours été douée avec les chiffres, et l'organisation, des compétences qui étaient gaspillées à couper des cheveux pour des pourboires, et à faire de la comptabilité à temps partiel pour des petites entreprises. Je lui ai proposé le poste de directrice des opérations, à un salaire qui doublait ce qu'elle gagnait au salon. Elle n'y a presque pas cru au début. Je n'ai aucune expérience dans la gestion de projets de construction. Tu as l'expérience de la gestion d'un foyer sans budget, de l'éducation d'un enfant seul, et de l'organisation de plusieurs jobs à temps partiel. Crois-moi, tu es surqualifié. Sarah s'est avérée être exactement ce dont l'entreprise avait besoin. Elle a instauré des systèmes de suivi des projets, amélioré la communication avec les clients, et a réussi, on ne sait comment, à empêcher Derek de bousiller les chantiers qui lui étaient confiés. Voir Derek recevoir des ordres de notre petite sœur, était peut-être la partie la plus satisfaisante de ma vengeance. Pendant 33 ans, il avait traité Sarah comme si elle était invisible, juste un autre membre de la famille sans importance. Maintenant, elle était sa patronne, et elle faisait mieux le boulot qu'il ne l'avait jamais fait. Sarah n'a jamais abusé de son autorité, mais elle ne l'a pas ménagée non plus. Quand Derek essayait de bâcler un projet, Sarah y mettait fin. Quand il arrivait en retard, elle le notait. Quand il se plaignait de sa nouvelle situation, elle lui rappelait qu'avoir un emploi valait mieux que le chômage. Environ 6 mois après le début de ce nouvel arrangement, Kyle a commencé à rôder pour trouver des opportunités. Il avait entendu, via les rumeurs familiales, que je m'en sortais mieux, et que j'avais même lancé une sorte d'entreprise. Il s'est pointé à l'atelier un matin, avec un CV imprimé sur du papier machine, et ce que je ne peux décrire que comme une confiance audacieuse.
Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de bras supplémentaires, a-t-il dit, en regardant l'équipement et les véhicules. J'ai quelques idées pour améliorer l'efficacité. Le CV de Kyle était une œuvre de fiction créative. Il avait listé des entreprises entrepreneuriales comme expérience principale, et décrivait son installation de jeux au sous-sol comme des opérations de marketing numérique à distance. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter ici exactement, j'ai demandé. Eh bien, j'ai fait des recherches sur le secteur, et je pense que vous passez à côté d'opportunités clés dans l'espace numérique. Marketing sur les réseaux sociaux, acquisition de clients en ligne, ce genre de choses. Venant de quelqu'un qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 3 mois. Kyle, j'ai dit, c'est une entreprise de construction et de véhicules personnalisés. Nos clients s'intéressent à la qualité du travail, pas au hashtag. C'est exactement le genre de pensée qui fait que les petites entreprises restent petites, a-t-il répondu, apparemment inconscient du fait qu'il faisait la leçon à quelqu'un, dont la petite entreprise avait déjà plus de succès, que tout ce qu'il avait jamais tenté. Je lui ai dit que nous étions au complet, et que nous n'avions pas besoin d'aide supplémentaire. Il est parti déçu, mais pas vaincu. L'optimisme de Kyle est imperméable à la réalité. Au 8e mois, Derek galérait. Le travail était plus dur qu'il ne s'en souvenait, les heures étaient plus longues que ce dont il avait l'habitude, et l'absence de traitement de faveur pesait sur lui. Tout a éclaté lors d'une réunion avec un client. Derek avait promis à un client que nous pourrions terminer son projet dans la moitié du temps nécessaire, oubliant apparemment qu'il n'avait plus l'autorité pour prendre de tels engagements. Quand le client a appelé pour confirmer le calendrier, Sarah a dû expliquer que Derek avait mal évalué nos capacités, et que la date de fin réaliste était le double de ce qu'il avait promis. Le client n'était pas compte. Ils sont venus à l'atelier pour une réunion en face à face, et disons simplement, qu'ils ont exprimé leur mécontentement bruyamment, et en détail. Derek a essayé de rejeter la faute sur un malentendu, et sur les nouvelles procédures de gestion, mais il était clair pour tout le monde, qu'il avait simplement menti pour essayer de décrocher le contrat. Après le départ du client, j'ai appelé Derek dans mon bureau. C'était inacceptable, j'ai dit. Écoute, parfois il faut dire aux clients ce qu'ils veulent entendre pour avoir le boulot. Ensuite, on se débrouille pour que ça passe. Non, Derek. Parfois, il faut dire la vérité aux clients, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Ce que tu as fait était malhonnête, et non professionnel. Depuis quand me fais-tu des leçons sur les affaires ? Il y a 6 mois, tu étais au chômage et désespéré. Il était là. Le vrai Derek, celui qui se cachait derrière une politesse forcée depuis que j'avais racheté sa boîte. Et maintenant, je possède une entreprise prospère, alors que tu es un employé qui vient de nous faire perdre un client. C'est drôle comme les choses changent. Le visage de Derek est devenu rouge. C'est mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien. Tu l'as bâtie jusqu'au néant. Je suis en train de la transformer en quelque chose. Et si tu ne peux pas l'accepter, tu es libre de chercher du travail ailleurs. Tu ne peux pas me virer. Je suis ton frère. Je peux virer n'importe qui ne fait pas son travail correctement. Être mon frère signifie simplement que je t'ai donné plus de chances que je n'en aurais donné à n'importe qui d'autre. Derek a tempêté hors de mon bureau, et n'est pas revenu pendant 3 jours. Quand Derek est enfin revenu, il était différent. Le semblant de coopération avait disparu, remplacé par un ressentiment, et une défiance à peine voilée. Il a commencé à arriver en retard régulièrement. La qualité de son travail a baissé. Il a commencé à faire des commentaires cinglants aux autres employés, sur les entreprises familiales et les coups de chance. Pendant ce temps, mes parents avaient eu vent de la situation, et n'étaient pas ravis. Ils m'ont appelé un mardi soir, tous les deux en haut-parleur pour un impact maximum. C'est quoi cette histoire ? On raconte que tu humilies ton frère, a demandé maman. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Derek dit que tu as racheté sa boîte juste pour le torturer, a ajouté papa. Il dit que tu le fais travailler comme un simple ouvrier. Derek travaille comme chef de projet, comme les autres chefs de projet. S'il a des plaintes sur son traitement, il peut les formuler par les voies officielles. C'est ridicule, a dit maman. La famille devrait se soutenir, pas se détruire mutuellement. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Tu as tout à fait raison, maman. La famille devrait se soutenir. Où était ce soutien quand je dormais dans mon camion ? Où était-il quand j'avais besoin d'aide pour un transport de base pour continuer à travailler ?
C'était différent. Non, ça ne l'était pas. La seule différence, c'est que maintenant j'ai le pouvoir d'aider ou de ne pas aider. Et j'ai choisi de baser cette décision sur la façon dont j'ai été traité, quand je n'avais rien. La voix de mon père est devenue sévère. Tu es mesquin et vindicatif. Je suis cohérent. Derek est toujours employé, gagne toujours sa vie convenablement, et a toujours des occasions de faire ses preuves. C'est plus de soutien que je n'en ai jamais reçu de cette famille. La conversation s'est mal terminée, mes parents insistant sur le fait que je détruisais la famille, et moi leur faisant remarquer que la famille avait déjà été détruite par des années de favoritisme et d'abandon. Derek a tenu encore un mois avant d'atteindre son point de rupture. Il est entré dans mon bureau un vendredi après-midi, avec un ultimatum. Je veux reprendre mon ancien poste, a-t-il annoncé. Pleine autorité, salaire de direction, voiture de fonction. Cette expérience a assez duré. Je me suis adossé à ma chaise, et je l'ai observé. Il avait l'air fatigué, vaincu, mais toujours imbu de lui-même. Quelle expérience? Tout ce cirque où tu fais semblant d'être le patron. Nous savons tous les deux que c'est moi qui ai l'expérience, et les contacts. Rends-moi le contrôle, et j'envisagerai de te laisser rester comme partenaire. L'audace était sidérante. Même dans la défaite, Derek ne pouvait pas imaginer un monde où il ne serait pas le centre de tout. Derek, j'ai dit lentement, laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris. Tu veux que je te rende l'entreprise que je t'ai rachetée, que je rétablisse le salaire et les avantages qui menaient la boîte à la faillite. Et que j'accepte un rôle subalterne dans l'entreprise que j'ai passé 8 mois à reconstruire. Dit comme ça a l'air déraisonnable, mais... Ça n'a pas seulement l'air déraisonnable, Derek. C'est déraisonnable. Voici ce que je suis prêt à offrir, tu peux continuer à travailler ici comme chef de projet, en suivant les mêmes règles que tout le monde, ou tu peux trouver du travail ailleurs. Ce sont tes options. Le visage de Derek est passé par toute une gamme d'émotions, colère, incrédulité, désespoir, et finalement résignation. Tu te crois vraiment meilleur que moi, maintenant, hein? Je pense que je réussis mieux que toi, maintenant. Savoir si cela me rend meilleur est une autre question. Ce n'est pas fini, a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. En fait, Derek, si, c'est fini. Et si tu décides de partir, ne t'attends pas à une lettre de recommandation. Derek est sorti ce jour-là, et n'est jamais revenu. Il n'a même pas vidé son bureau, il a juste disparu comme un mauvais employé qui sait qu'il est sur le point d'être viré. J'ai appris par le bouche-à-oreille familial qu'il avait trouvé du travail chez un concurrent, mais comme simple superviseur de chantier, gagnant environ la moitié de ce que je le payais. Sa petite amie, celle qui avait été attirée par son succès, a apparemment décidé que sortir avec un cadre moyen n'était pas aussi séduisant que sortir avec un chef d'entreprise. En 2 mois, Derek a emménagé dans un appartement plus petit, dans un quartier moins prisé de la ville. Sa présence sur les réseaux sociaux, autrefois remplie de vantardises discrètes et d'achats de luxe, est devenue totalement silencieuse. Je n'ai rien ressenti, ni satisfaction, ni regret, juste le contentement tranquille d'un problème qui s'était résolu de lui-même. 6 mois plus tard, mes parents ont tenté une ultime intervention. Ils m'ont invité au dîner du dimanche, la première invitation reçue en plus de 2 ans, et m'ont assis pour ce qu'ils pensaient probablement être une conversation de réconciliation forcée. Derek galère, a dit maman. Sa santé pâtit du stress. Il a perdu du poids. Il a l'air fatigué tout le temps, a ajouté papa. Cette querelle doit cesser. Il n'y a pas de querelle, j'ai répondu. Derek a fait des choix, et ces choix ont eu des conséquences. Il est libre de faire d'autres choix quand il le souhaite. Tu pourrais le réembaucher, a suggéré maman. Lui donner une autre chance. Je lui ai donné plusieurs chances. Il a choisi de ne pas les saisir. Mais c'est la famille, a-t-elle dit, comme si ce mot magique résolvait tout. Moi aussi, je suis la famille, j'ai répliqué. Sarah aussi. C'est drôle comme le fait d'être de la famille ne comptait pas, quand j'avais besoin d'aide. Mais soudain, c'est important maintenant que c'est Derek qui en a besoin. Ils ont essayé plusieurs autres approches, la culpabilité, l'obligation, l'unité familiale, mais rien n'a pris. Finalement, papa a abattu ce qu'il pensait être son atout maître. Nous sommes déçus de toi, a-t-il dit. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Tu as raison, j'ai dit. Vous m'avez élevé pour accepter les miettes qu'on me jetait, et pour en être reconnaissant.
Vous m'avez élevé pour croire que mes besoins n'avaient aucune importance tant que Derek était servi. Mais quelque part en chemin, j'ai appris que je méritais mieux. J'ai quitté ce dîner tôt, et je ne suis plus revenu depuis. Pendant que Derek luttait avec sa nouvelle réalité, Sarah s'épanouissait. Elle s'était adaptée à la gestion d'entreprise tout naturellement, mettant en place des systèmes et des procédures qui avaient augmenté notre efficacité de 30% dès la première année. Emma excellait dans sa nouvelle école, se faisait des amis, et participait à des activités qui auraient été impossibles dans leur ancienne situation. Sarah s'était inscrite à des cours de commerce à l'université locale, et parlait de peut-être passer un diplôme. Je n'ai jamais pensé que j'étais assez intelligente pour l'université, m'a-t-elle confié un jour. En grandissant, je me sentais toujours comme la plus bête par rapport à toi et Derek. Tu n'as jamais été la plus bête, j'ai dit. Tu étais juste celle dans laquelle personne n'investissait. Sarah gagne maintenant plus d'argent que Derek n'en a jamais gagné, et elle possède sa maison sans aucune dette.